Michael, tu as la main. Ok, merci Olivier. Alors effectivement, tu m'as bien tendu la perche. Je vais parler avec vous de la question du sport scolaire qui est malheureusement, regrettablement, la plupart du temps absente des copies, et je vais essayer de vous convaincre que c'est dommage et que je crois, j'en suis même convaincu, qu'on peut faire beaucoup de choses, qu'on peut beaucoup argumenter par l'intermédiaire de la question du sport scolaire. Cette question du sport scolaire, elle est finalement aussi relativement absente de l'historiographie. Alors évidemment, il y a les travaux princeps de Pierre Arnaud, qui commencent à dater d'ailleurs, mais de mémoire c'est 89 ou 90, donc ça fait un tiers de siècle, l'air de rien. Alors il y a eu un bouquin qui a été publié il y a maintenant une petite dizaine d'années, qui avait survolé un petit peu ces questions du sport scolaire, mais au final, là aussi, les historiens n'ont pas totalement continué à creuser le sillon sur la question du sport scolaire. Alors, une relative absence, un impensé, surtout quand on porte notre attention sur la période qui nous occupe à l'occasion de ces journées d'études, période qu'ont définie Étienne et Dorian. Entre 1936 et 1938. Alors, moi, évidemment... Pardon, 1948. Moi, évidemment, vous l'avez vu, je ne pouvais pas m'arrêter à 1948. J'ai essayé... les jeux de 48, ouais, ça marche pas trop. Est-ce qu'il y a Non, ça marche pas trop. Forcément, quand on parle du sport scolaire, il y a une borne qui est fondamentale, qui est centrale, c'est la publication du décret du 25 mai 1950. Vous savez, ce fameux décret qui rend obligatoire dans le service des enseignants les 3 heures d'AS que vous connaissez tous aujourd'hui, et j'espère que vous les connaîtrez tous pendant les 50 prochaines années. Oui, parce que vous allez travailler 50 ans. Donc, inévitablement, souvent, on considère que ce décret va créer une impulsion qui va rabattre les cartes. Là aussi, je vais essayer peut-être de remettre en question cette évidence, parce qu'il se passe beaucoup de choses entre 1937 et 1950. Et en fait, les cartes, elles sont déjà rabattues. Et finalement, le décret, c'est une consécration. Finalement, il vise à avaliser un phénomène qui s'est déployé, encore une fois, sur les 10 années qui ont précédé. Donc, pour commencer, alors déjà, premier élément, je viens de le dire, je ne vais pas trop insister. Évidemment, attention de ne pas considérer que l'histoire du sport scolaire commence avec la création de l'OSI en 1937. Dorian, tout à l'heure, elle en parlera probablement avec le Racing rapidement. Ça commence fin du 19e. Évidemment, vous avez la publication d'une circulaire que vous connaissez probablement, celle de 1907, sur les possibilités offertes aux élèves. La fameuse circulaire qui est encore plus connue, celle de 1923 sur les CSA. 1931, l'UNEF qui se saisit de cette question et qui crée l'OSU. N'oublions pas que l'OSU, c'était aussi une invention du mouvement étudiant, de vous, de vos prédécesseurs. Mais quand même, ça dit aussi quelque chose. Il reste que, comme souvent en éducation physique et en éducation aussi, en général, il y a beaucoup de textes, on s'enflamme beaucoup, on dit que c'est vachement important, mais il n'y a rien qui bouge en fait. Faut pas s'enflammer. Vous le voyez là, je me suis permis de vous mentionner ou de vous recopier un rapport extrêmement important, le rapport du docteur Casal-Gamelzi, qui consacre une très très grande partie de son rapport à la question du sport scolaire et qui vous dit, les gars, ok, c'est sympa, mais ça marche pas, quoi, il y a rien. Et on le voit bien. Nulle part les élèves ne goûtent au plaisir du sport scolaire, voilà. Et effectivement, alors je vais vous donner beaucoup de chiffres, donc je me suis dit là, je vais peut-être pas leur en donner parce que sinon ils vont en avoir ras-le-bol. Mais ça se compte en quelques centaines de pratiquants au niveau de l'OSU à partir de 1931, et avant ça prend. Ça prend pas. Donc forcément, il faut vraiment attendre, vraiment 1937. Mais c'est là où se dessine une réelle impulsion qui vise à rendre formel finalement un vœu pieux, un vœu ancien, qui était effectivement de faire de l'école un lieu de déploiement du sport scolaire, mais qui a rencontré beaucoup de difficultés. Alors évidemment, pourquoi 1937 Vous le voyez, à mon sens, c'est le point de rencontre
d'une impulsion politique, d'une volonté politique, indiscutablement. Et Olivier a commencé à l'évoquer hier en début d'après-midi. Et puis les communications qui se sont succédées ont souvent rappelé, évidemment, cet engagement politique fort. Par contre, ce qui n'a pas été souligné jusque-là, me semble-t-il, et qui me paraît fondamental, alors évidemment, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas mal travaillé dessus, c'est l'émergence d'une nouvelle génération d'enseignants. C'est-à-dire que c'est eux, en fait, qui vont créer l'effet de levier. C'était le point faible qui devient le point fort, en fait. On a évidemment de nouveaux profils enseignants avec de nouvelles compétences, ayant suivi de nouveaux cursus, recrutés selon des nouvelles modalités. Le fameux CAEP, c'est pas rien, quoi. Le CAEP, c'est pas le CAEG. Le CAEG, c'est un diplôme super cool. J'ai un diplôme, je le mets dans ma chambre au-dessus de mon lit. Il sert à rien, tout le monde s'en fout. Le CAEP, j'ai un poste. Voilà, et vous, c'est pareil, quand vous allez avoir le CAPES, j'espère, vous allez avoir un poste, quoi. Donc en fait, on ne parle pas de la même histoire, on ne parle pas de la même condition, pardon, on parle pas des mêmes conditions. Et donc inévitablement, les choses vont être rabattues. Alors pour cette communication, rapidement, vous savez, quand on fait d'histoire, on aime bien parler de méthodo. Alors je me suis fadé toutes les archives de l'OSU, de l'OSU, de l'USU, toutes les publications, les archives institutionnelles, également des archives privées, les archives du fils de Jean Petitjean, qui nous avait été ouverte il y a quelques années, des entretiens, enfin bref, c'est des milliers de pages où j'ai essayé de recoller les morceaux qui n'étaient pas forcément très très faciles à avoir. Et donc, ma communication, elle va être en 2 parties. Je suis désolé. Là, il n'y a pas P1, P2, P3, il n'y a que P1, P2. Mais ça marche aussi, vous inquiétez pas. Dans un premier temps, je vais vous proposer beaucoup de données chiffrées, beaucoup de statistiques, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut aussi faire parler les chiffres. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de voir un petit peu, de mener une analyse sur les perspectives qui vont être envisagées par les turiféraires du sport scolaire et voir un petit peu les raisons pour lesquelles il y a ce fort engagement, mais également des points de blocage, parce qu'on verra qu'il y a aussi des points de blocage. Donc je disais, première partie, la question comptable, en fait, les chiffres. Alors c'est vrai qu'on n'a pas souvent tendance à les mobiliser en histoire. Une histoire de l'éducation physique, c'est quelque chose qui est assez rare. On n'a pas beaucoup de données chiffrées. En histoire contemporaine, il y a beaucoup plus de travaux qui s'intéressent aux données quantitatives. Mais là, pour le coup, je trouve que pour le sport scolaire, mais ça permet évidemment de cerner les contours d'une dynamique, d'un mouvement d'ensemble qui va à la fois travailler le système scolaire de l'intérieur, mais aussi le système éducatif et le système sportif. Parce que Lise l'a évoqué tout à l'heure, évidemment, on peut pas cloisonner les différents systèmes, quoi. Les fédérations sont aussi partie prenante du mouvement qui est à l'œuvre. Et donc, évidemment, tout ça va permettre de façonner les choses. Alors, vous allez voir, il y a 5 tableaux chiffrés, ils sont illisibles. Je vais essayer de vous les décoder. Je vous rassure, je ne vais pas lire pour chacune des années les chiffres que je vous propose. Et vous, évidemment, ce n'est pas non plus la peine de retenir le détail de ces chiffres. Ce qui est important, évidemment, c'est plutôt les arbres d'échelle. Donc première donnée quantitative, je dirais la plus évidente quand on s'intéresse à une fédé, c'est le nombre de licenciés autant que le nombre d'associations qui caractérisent cette fédération. Alors moi je pense que le premier mot qu'il faut que vous notiez, qu'il faut retenir, c'est un phénomène qui est saisissant. On a sous les yeux quelque chose qui est, à mon avis, à mon humble avis, plus que remarquable et peut-être inédit en fait. N'oublions pas, je veux dire, un an ou deux avant, on part de quasiment rien ou de pas grand-chose. On voit que l'accroissement, il est phénoménal. Le nombre de licenciés est multiplié par 7 en une petite décennie. Le nombre d'associations est multiplié par 5,5. Donc là, vous voyez, indiscutablement, les chiffres montrent qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer bien avant la circulaire du 25 mai 1950. Quand il y a 116 000 licenciés dans une fédération, ça dit des choses en fait. Ça dit aussi qu'il faut arrêter les conneries avec 1958 et la sportivisation de l'éducation physique. Arrêtez de nous énerver avec ça, je vais y revenir. C'est un peu une réaction épidermique. Vous voyez,
là, vous voyez, en 3 minutes, vous dites, la sportivisation, ça y est, elle est partie en fait. Mais 20 ans avant la période que vous pensez souvent être. Pour vous donner un ordre d'idée du poids de l'OSU, je me suis amusé, enfin pas très amusé quand même, à regarder un petit peu le nombre de licenciés des autres fédérations, notamment en 1949, donc avant, mais le moment. Vous voyez, en 1949, je disais un peu plus de 116 000 licenciés. À la FFB, à la FFBB, donc mais le basket, on a 95 000 licenciés. À la FFA, l'athlétisme, Johan, il n'arrête pas de me dire l'athlétisme c'est super important, machin, etc. La FFA, il n'y en a que 35 000. Elle a fait de la natation, moi j'arrête pas de dire natation c'est super important, il n'y a que 32 000 licenciés. Vous le voyez, on ne parle pas du même truc, quoi. On n'est pas dans le même game. Il y a un jeu d'échelle là qui est complètement bouleversé. Alors, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais le foot, d'accord, le foot, il m'emmerde un peu, c'est 440 000 licenciés, mais ça, c'est la faute à Olivier. Mais voilà, l'OSU, c'est la deuxième fédération sportive de France. En 1949, 10 ans avant, elle n'était pas grand-chose. On le voit, 10 ans avant, il y en avait 17 000. Donc là, je pense qu'il y a un vrai changement d'échelle. Alors évidemment, l'augmentation, elle n'est pas linéaire. Il faudrait passer 20 minutes. Rien que sur ce tableau, je ne les ai pas. Je me permets de souligner un point d'inflexion pendant l'année scolaire 1941-1942. On voit Vichy, là. Quand même, ils prennent le problème à bras le corps. Près de 80% d'augmentation des effectifs, plus 17% en nombre d'associations. Deuxième point d'inflexion, c'est à la libération. On va le comprendre très rapidement tout à l'heure, mais dans la deuxième partie, évidemment, l'ordonnance de 1945, elle joue un rôle important. Sous-représentation des filles, évidemment, quatrième indicateur à ne pas négliger, vous le voyez. Elle représente 16% des licenciés en 1941-1942. 21,5% des licenciés en 1947-48, alors que le nombre d'associations dans les établissements de filles représente 32%. Un tiers des associations sportives scolaires sont dans des établissements féminins, alors que, comme je viens de vous le dire, en nombre de licenciés, elles sont autour des 20%. Quoi. Donc en fait, on voit bien que là, on a un point de résistance, on a une forme de plafond de verre qui semble se mettre en place et qui n'est pas prêt de se fissurer. Donc les chiffres, ce premier tableau montre une vraie implantation scolaire du sport en France à ce moment-là. Deuxième type de chiffres, c'est les catégories d'âge. Alors là, c'est des chiffres qui sont beaucoup plus difficiles à trouver. Alors, je vous dis pas, ces tableaux sont très compliqués à établir. Je vous dis, j'ai tourné des milliers et des milliers de pages pour trouver ici un chiffre dans tel établissement, les minimes, les cadets, puis vous allez voir tout à l'heure dans tel sport, etc. Donc, c'est un travail de recollement, en fait, et vous le voyez, là, ça marche, mais c'est beaucoup plus compliqué. J'ai que des chiffres qui sont très partiels. Mais il reste je trouve qu'ils sont quand même assez intéressants, donc c'est pour ça que je vous les proposais. D'abord, on voit que l'OSU, c'est bête à dire, ça paraît évident, mais pas tant que ça finalement, fonctionne en catégorie d'âge, qui est une vraie innovation scolaire. Et je rappelle que la FFA crée les catégories d'âge en 1952. Vous voyez, dès 1947, il y a déjà des catégories d'âge au niveau de l'OSU. Donc malgré l'accès difficile aux données, on voit le premier cycle de l'enseignement secondaire constitue indiscutablement la priorité, puisque c'est là où on a les plus forts taux d'implantation en nombre de licenciés. Par contre, on voit qu'il y a un effet d'usure au fil de la scolarité. Pour voir que pour les seniors, donc en gros les seniors c'est les étudiants à la fac, à l'université, représentent un nombre assez faible. C'est pour ça que quand on parle aussi de l'importance du sport universitaire, les chiffres montrent qu'il faut aussi la relativiser. C'est vraiment dans le premier cycle du secondaire que les choses se jouent et que l'effort est véritablement porté. On le voit, même si ça dépasse un petit peu la période que j'ai retenue, pendant l'année scolaire 1951-1952, on voit que c'est vraiment sur cette catégorie
catégorie des minimes, en gros, c'est les 6e, 5e, je simplifie, je caricature, vous allez m'en vouloir, mais c'est pas grave, que le sillon est creusé, est activé, puisqu'on voit qu'au fil du temps, il y a un effet d'augmentation qui n'est pas négligeable. Troisième catégorie de données, alors celui-là il est encore plus illisible que les précédents, je suis désolé, c'est l'offre culturelle de l'OSU. Donc on voit évidemment que l'OSU se concentre quand même majoritairement sur les sports institutionnalisés. Alors le total que je vous ai mis en bas, ça correspond évidemment à l'addition des chiffres au-dessus, mais pas que, parce qu'il y a d'autres sports que j'ai pas mis, mais ça montre aussi que, vous n'avez pas le temps de sortir les machines à calculer, qu'en fait, mis à part la natation et l'athlétisme et le cross-country, le reste, c'est pin-ups. Parfois, c'est quelques dizaines de licenciés en judo ou en je ne sais trop quoi. Le tennis représente quasiment rien. Je suis désolé, Dorian. Vous voyez, l'escrime, je vous ai mis de l'escrime, c'est là, mais c'est sympa. Et puis, c'est la plupart du temps dans les lycées parisien, voilà, on sait pourquoi. Puis le ski, sport de pleine nature, au revoir la vista et puis à la prochaine. Donc, indiscutablement, l'athlétisme est le centre de gravité de l'OSU. Tout à l'heure, Johan l'a évoqué assez rapidement. Et encore plus, regardez si vous ajoutez athlé et cross-country, puisque c'est la même catégorie d'activité, même si l'OSU le différencie en nombre de licenciés, il y a un vrai effort. Donc, à la diversité culturelle apparente affichée, on voit qu'il y a une vraie unité, une vraie homogénéité autour de principes dominants, la performance, l'entraînement, le sacrifice, l'engagement. Derrière, il y a aussi des valeurs en fait qui sont vraiment mises en évidence. 5 petites minutes, Mickaël, pour commencer l'introduction. Mais c'est vrai. Ouais. Donc, je vais accélérer. Mais mon modèle étant Jean Saint-Martin, je me cale sur Jean. Les sports collectifs. Là aussi, il y a des choses qui se passent, qui sont assez intéressantes. Alors, le football qui réunit le plus grand nombre d'équipes, mais je l'ai évoqué, mais néanmoins quand même x6 sur la période, c'est quand même pas rien. Le basket, qui est probablement l'un des sports collectifs qui recueille le plus grand succès, multiplié par 6 en nombre d'équipes pour les garçons, multiplié par 32 pour les filles. D'accord, 32 fois plus d'équipes en moins de 10 ans pour les filles. Donc là aussi, on voit bien qu'il se passe des choses. Le volleyball et le handball, je suis désolé, Elise, mais un petit peu moins. C'est quand même moins significatif, même si quand même c'est des activités qui ont le vent en poupe et qui connaissent des croissances assez intéressantes. Dernier tableau, et j'aurais fini l'introduction de l'introduction, les épreuves de propagande, dites de propagande. Donc là, évidemment, c'est des épreuves où il n'y a pas de licenciés, mais où il y a du monde. C'est en plus des licenciés. J'espère que vous comprenez bien. Donc leur objet est de drainer un maximum d'élèves, évidemment. Donc ça renvoie une action de grande envergure en vue de faire pénétrer le sport dans les habitudes des enfants. Donc 2 épreuves phares, indiscutablement l'épreuve de cross-country, avec un accroissement qui est très important au fil des années. Donc qui témoigne aussi une forme d'investissement, et également le triathlon. Là aussi, Johan l'a évoqué tout à l'heure dans un autre contexte, mais le triathlon, il connaît un succès encore plus considérable que le cross-country au niveau de l'OSU, avec une prédilection, évidemment, ça dit aussi une prédilection pour les activités qui sont soumises à un fort engagement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les activités de propagande, elles s'inscrivent dans un contexte général qui vise à ne pas assimiler le PS aux activités sportives proposées par les fédérations. C'est une forme d'alternative. Même s'il y a beaucoup de conventions qui sont signées à cette époque-là, on voit que l'OSU essaye de se spécifier, de se caractériser autour d'un certain nombre de principes ou de modalités d'activité. La deuxième partie, extrêmement rapidement. Le premier aspect que je voulais évoquer, j'avais fait des belles animations, mais Olivier est en train de tout me détruire, c'est un mot, d'accord, l'obligation. On est dans une obsession d'imposer le sport scolaire, et ça, je vous demande vraiment bien de le retenir, de l'avoir en tête. Alors, l'obligation,
dans les mots, encore une fois, c'est un terme que je retrouve tout le temps en fait, dans tous les PV d'AG, de bureaux, de discussions. Voilà, et on voit bien que tout tourne autour de ça, mais également dans les textes. Il y a un système réglementaire qui va se mettre en place, qui va se densifier, qui va s'étoffer autour du sport scolaire. Alors évidemment, je vous ai mis notamment cette fameuse ordonnance du 12 octobre 1945, qui est un texte qui est monumental, qui est essentiel dans l'histoire de l'éducation physique, puisque vous voyez, il rend obligatoire la constitution d'une AS dans tous les établissements scolaires. Bon, là aussi, on change d'échelle, en fait. Alors évidemment, c'est le produit d'une histoire importante, mais il reste que là, on va, comme dirait Macron, on va rentrer dans un nouveau monde. Et l'OSU rentre dans ce nouveau monde et ça montre bien qu'elle constitue une priorité pour le législateur. Vous voyez, j'ai trouvé une multitude de lettres envoyées par les recteurs aux chefs d'établissement, aux profs d'éducation physique pour leur rappeler leur responsabilité à l'égard du sport scolaire. J'ai trouvé des courriers de dénonciation, tel prof dans tel établissement scolaire n'encadre pas d'élèves le jeudi après-midi. Tel autre prof a créé une association, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'élèves qui participent aux compétitions. C'est un scandale. Il faut aller le voir, monsieur l'inspecteur. Bref, on a une chasse aux sorcières, en fait. Qu'on a d'ailleurs pas vraiment pour ce qui est de la leçon d'éducation physique. On n'a pas cette situation-là. Pour le sport scolaire, c'est quelque chose qui est assez frappant. Alors évidemment, tout ça s'inscrit dans une ambition globale, fondamentale, donc la continuité entre l'éducation physique et le sport scolaire, d'accord, donc 1958, vous vous rappelez, ça n'existe pas. Et également, on s'aperçoit que malgré... Alors, évidemment, il y a des résistances. Je pense par exemple à quelqu'un que vous connaissez peut-être, Marcel Ganteret, qui considère qu'il faut vraiment insister sur le rôle éducatif de l'OSU, mais l'OSU ne doit pas se borner à l'organisation de compétitions. Elle doit aussi valoriser la leçon de PS. Et peut-être que les compétitions doivent être aussi l'occasion de séquences de démonstration de ce qu'est une bonne éducation physique bien menée, qui doit déboucher évidemment sur un engagement sportif de qualité. Mais il reste que malgré ces voies... Enfin, elles ne sont pas vraiment discordantes, mais ces alternatives envisagées, on voit que véritablement le sport scolaire est assumé comme étant un moment d'enseignement à part entière. Il doit être également intégré au mouvement sportif et donc il est important de créer un calendrier, de proposer une offre originale pour lutter à armes égales avec les autres fédérations. L'OSU veut devenir une fédération comme les autres et on l'a vu, les chiffres semblent lui donner raison. Alors évidemment, le rapport à la compétition peut être compliqué, alors même si c'est pas un objectif, elle est quand même très présente. Et beaucoup évidemment défendent l'idée que de la masse doit sortir l'élite, vous connaissez ça par cœur, et que le boulot des profs d'éducation physique, c'est justement de faire infuser l'idée sportive dans cette masse d'élèves. Vous le voyez, la copie de l'article à droite sur le collège moderne et technique Jean-Baptiste C. Des articles comme ça, j'en ai des centaines et des centaines en fait. On met en scène en fait les bons élèves, les établissements qui font des efforts, et on insiste évidemment sur les conditions de pratique, sur l'offre sportive qui est développée. Une duplicité du sport scolaire, alors là aussi j'ai pas trop le temps de développer, mais je remettrai ce passage dans la publication ou dans le document que je vous laisserai. Je trouve que cet article, sa teneur en fait est assez représentative de l'esprit qui anime les enseignants de PS à cette époque-là. Donc là, vous le voyez, on est en 1948, mais j'en ai d'autres dès les années 42-43. Donc ils sont vraiment tous engagés dans le développement de l'OSU. Donc les profs de PS qui n'aiment pas le sport, j'ai pas vu. Par contre, ils restent évidemment très vigilants quant aux objectifs poursuivis et au format des épreuves proposées. Là, ils font beaucoup d'efforts, ils sont très inventifs. La question de l'innovation qu'on a évoquée tout à l'heure, là je crois que le sport scolaire, c'est aussi un vrai lieu d'innovation qu'il faudrait interroger. La dimension éducative de leur intervention, évidemment, ils y tiennent. Elle est au cœur des débats. Et ils considèrent qu'évidemment, le mouvement doit être encore renforcé, déployé, tout en développant un certain nombre de garde-fous. Pour presque terminer, évidemment, mais presque, non, je rigole. Je n'ai pas pour longtemps, mais forcément, je ne peux pas ne pas évoquer cette diapositive et cette question-là, la question de la place des filles. On l'a vu tout à l'heure avec les stats. Vous le voyez, il y a un point d'alerte.
et les responsables de l'OSU en ont très rapidement conscience. Donc là, je vous ai mis un passage de Jacques Flouret qui est très connu, je ne vais pas vous faire l'offense de le caractériser, donc dès 1933-1944, mais en fait on l'a mais dès les années 30, c'est une alerte rouge, Stabilo Bossé, ils n'avaient pas de Stabilo à l'époque, mais c'est presque pareil. Vous voyez, les établissements scolaires qui accueillent les filles, eh ben ça va pas, ça fonctionne pas. Dans plusieurs rapports, plusieurs points à l'ordre du jour du bureau, des AG, etc. Ils insistent sur le manque d'engagement. Alors, plusieurs raisons qui sont données de manière globale. Difficulté à considérer que les filles peuvent pratiquer les activités sportives en raison des normes qui font obstacle. Vous connaissez ça par cœur, la fameuse construction des stéréotypes de genre. Donc là, évidemment, elle est incarnée, elle est vécue, elle est touchée du doigt, et eux-mêmes le formulent en tant que tel. Mais plus intéressant, parce que là aussi, ça permet peut-être de nuancer les travaux sur le genre, l'opposition des cadres, qu'ils soient enseignants ou directeurs, mais également enseignantes elles-mêmes, qui mettent peu d'entrain à proposer des temps de pratique et d'ailleurs qui parfois ne mettent pas en application la circulaire de 1945, mais là pour eux ça va mal se passer parce que je vous ai dit les questions de dénonciation elles sont très présentes et notamment pour les enseignantes d'eux qui font pas le job en fait parce qu'ils comprennent très rapidement que le point de blocage encore une fois c'est la difficulté de l'engagement des collègues femmes. Alors évidemment tout ça renvoie aussi aux modalités de formation de ces enseignantes qui n'ont pas forcément été préparées à ce type de pratique. Bref, on voit qu'il y a aussi des questions culturelles, des questions de représentation qui se posent. Donc ça, je passe assez vite. Pour conclure, j'ose même plus regarder Olivier. Premier élément, phénomène scolaire majeur qui va expliquer, à mon avis, au moins en partie, un phénomène social majeur qui est la sportivisation, non pas de l'éducation physique, mais de la société française des 60s, elle est en train de se préparer là. Toutes les études sur la question des générations le montrent bien. Faites référence à Bourdieu, vous savez, capital culturel, capital économique, machin, etc. On sait bien que la sportivisation de la société française, c'est les catégories sociales moyennes, qui connaissent une expansion en nombre considérable. Elles sont passées par l'école, elles ont connu le sport scolaire. C'est la première génération qui a été imbibée, infusée par le sport scolaire. Et quand elles arrêtent l'école, elles continuent. Et c'est ce qu'on connaît dans les années 60. Donc en fait, c'est une matrice, le sport scolaire. Je crois qu'il faut le considérer aussi comme ça. La circulaire, mais j'en parle pas. Mais je reparle, 1958, halte là, comme dirait Hébert. Je me mue en Georges Hébert. Vous voyez, tout est fait bien avant. Zorro Herzog, c'est fini en fait. On n'en parle plus parce qu'Herzog, lui en fait c'est un malin, c'est un opportuniste. Il a bien compris. Il récupère quelque chose qui est déjà dans les tuyaux, qui est déjà en route et qui fonctionne finalement assez bien par l'intermédiaire du sport scolaire. On l'a vu, il n'y a pas de doute à avoir. Les chiffres sont une preuve, à mon sens, assez irréfutable. Je vous remercie. Merci Michael. Bien, donc le temps qui a été légèrement plafonné sera déduit des deux autres interventions. On a quand même le temps de prendre des questions éventuelles. Monsieur Pécou. Merci Michael. Juste aussi pour les étudiants, comment tu expliques par rapport aux statistiques que sous Vichy, il y a une augmentation, on va dire, significative du nombre de licenciés, alors que paradoxalement, on est dans un contexte qui va être difficile au niveau du rationnement, de l'alimentation. Il y a les médecins qui quand même écrivent un certain nombre de choses sur faites attention à ne pas trop faire de sport, etc. Avec un contexte aussi politique, militaire qui va amener on va dire des professeurs à ne plus faire cours ou se cacher dans les caves, etc. Donc comment on peut l'expliquer? Est-ce que c'est dû à la politique sportive de Vichy qui incite et donc ça serait un succès, alors que moi je serais plutôt à l'inverse, sur l'échec de la politique. Mais est-ce que tu as pu voir des choses là-dessus pour expliquer ce phénomène qui est quand même important dans cette période qui est très complexe et paradoxale? C'est clair. Alors en fait, pour moi, il y a deux raisons que j'ai un petit peu évoquées. Alors
le volet politique, moi j'ai été frappé par le système de contraintes en fait qui était mis en œuvre, mais qui était vraiment mis en œuvre en fait. Ils se contentaient pas de textes ou de grands discours disant ou ils appelaient à ce que le sport scolaire se déploie. Il y a beaucoup de comptes rendus d'inspecteurs qui vont dans les établissements, qui vérifient que vraiment les choses s'organisent, se mettent en place. Donc il y a une vraie logique à ce niveau-là. Et la deuxième raison, qui à mon avis, mais là par contre ça demanderait peut-être à être vérifié, à discuter, c'est ce que j'évoquais au tout début, quoi. C'est le militantisme de cette nouvelle génération d'enseignants qui prend le problème et le sujet à bras-le-corps et qui s'en saisit. Là, on a vraiment des nouveaux profils d'enseignants, des jeunes, qui sont finalement plus si jeunes que ça, puisque cette génération, elle commence à s'implanter à partir des IREP, à partir du tout début des années 30, on va dire, puisqu'il faut 2-3 ans avant qu'ils sortent des IREP. Et donc ça fait quand même une bonne dizaine d'années que tous les ans, il y a de nouveaux, de nouveaux collègues, de nouveaux enseignants de PS qui arrivent dans les établissements scolaires, de partout en France. Et c'est des gens qui ont été formés, acculturés à la pratique sportive. Alors évidemment, on l'a vu, pas tous les sports. Et d'ailleurs, dans les IREP, ils font de l'athlé, de la natation et de la gym. On en retrouve quasiment, on en retrouve bien 2 sur 3, et qui déploie un volontarisme assez inédit, quoi. Vous voyez, moi ce que j'ai tendance souvent à dire à mes étudiants, c'est que la figure de l'enseignant, moi j'aime bien incarner les choses. Le PES pour moi, mais ça n'existe pas. Ça a des visages, c'est des hommes et des femmes en fait. C'est pas que des mots et c'est encore moins des textes. En fait, la première fois que je vois vraiment des enseignants en marche, comme dirait Macron, vous allez croire que je suis macroniste, c'est dans le sport scolaire, quoi. Des témoignages vraiment poussés, ils rendent compte de leurs difficultés, de leur activité, parfois des émotions que peuvent vivre les élèves, et ça c'est dès le milieu des années 30 en fait. Ce qu'on n'a pas vraiment tout le temps à la même période en éducation physique, ou beaucoup moins en fait. C'est pas bien ce qui se passe dans la leçon de PS. Encore une fois, il y en a quelques-uns, mais c'est beaucoup moins dense que dans le sport scolaire. Dans le sport scolaire, ils se livrent. Mais s'ils se livrent, est-ce que ça ne dit pas aussi que c'est leur trip, en fait? Ils y croient. Donc en fait, peut-être qu'au-delà des contraintes de Vichy, alors là, je fais de la rétro-histoire qui ne veut rien dire, mais peut-être même que s'il n'y avait pas eu Vichy et ses contraintes, peut-être que les choses se seraient quand même déroulées ainsi, quoi. Alors peut-être de manière beaucoup moins considérable au plan quantitatif, mais il y aurait eu cette sensibilité sportive qui se serait imposée. Et qui ne se discute jamais, d'ailleurs. J'ai aucun élément qui dit que le sport, attention, on va le mettre de côté, il n'est pas intéressant, etc. Là, c'est vraiment, je vous dis, c'est du militantisme et de la conviction. Alors, merci Mickaël pour toutes ces précisions. Moi j'avais une question plutôt d'ordre quanti, puisque tu as fait tout un ensemble de présentations de tableaux quantitatifs. Je voulais savoir si tu avais la possibilité de différencier les effectifs provenant du primaire par rapport à ceux qui proviennent du secondaire, sachant qu'ils sont bien plus nombreux évidemment les élèves dans le primaire, et que ce ne sont pas des profs de PS qui les encadrent. Donc je voulais savoir d'où viennent ces effectifs. Est-ce que c'est le secondaire qui est en train de monter, ou est-ce que le primaire vient nourrir en fait les minimes cadets? Très bonne question. On retrouve là la rigueur de Dorian que j'apprécie tout le temps beaucoup, et tu as absolument raison. En fait, à partir de 1939, c'est vraiment des effectifs du secondaire et du supérieur exclusivement, puisque l'UCEP est créé en 1939, et dès que l'UCEP est créé, Floré va voir le nouveau directeur de l'UCEP. Il y a tous les comptes rendus dans les archives, etc. Et en fait, il signe une convention avec l'ICEP. Et en fait, l'OSU s'engage à ne plus accueillir d'élèves de l'enseignement primaire et considère que c'est à l'UCEP. Et d'ailleurs, il signe aussi une convention avec l'UFOLEP quelques jours après. Ça se joue vraiment en une dizaine de jours pour que désormais l'UFOLEP et l'USEP gèrent l'enseignement primaire. Donc à partir de 1939, on peut considérer qu'on a vraiment les chiffres du secondaire. Oui, j'avais une question à poser à Georges Hébert, Emmanuel Macron, ou je ne sais plus, enfin Mickaël Attali. Merci pour l'exposé. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi un petit peu nuancer ce phénomène de diffusion à travers une approche spatiale ?
On sait que le sport scolaire est associé au sport universitaire jusqu'au milieu des années 60, et donc c'est quand même avant tout un phénomène urbain. Donc est-ce que tu n'y aurais pas des éléments de nuance pour montrer qu'il y a peut-être des foyers du sport scolaire qui sont plus dynamiques que d'autres ? Alors déjà, je l'ai dit, mais je le répète, parce que ce que tu dis, mais tu as raison, mais peut-être que les étudiants n'ont pas tout compris ou tout saisi, non pas que c'était pas clair, c'est que le sport scolaire et universitaire, c'est d'abord du scolaire et pas beaucoup de l'universitaire. Bizarrement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Encore une fois, je pense que les chiffres en témoignent, mais là aussi, ils sont pas très nombreux en fait. D'ailleurs, je rappelle que 30 ou 40 ans plus tard, la scission de l'ASU en 1975, mais surtout en 1977, en ce que vous connaissez UNSS FFSU, la raison essentielle, c'est que les scolaires en ont ras-le-bol de mettre au pot commun le pognon qu'ils rapportent, alors que les universitaires, ils sont pas nombreux et ils en prennent autant en fait. D'accord, donc voilà. Quant à la répartition géographique, pareil, super, autre bonne question. Alors j'ai pas encore fait ce travail parce que ça demande, pareil que les chiffres, c'est un travail de bénédictin, mais par contre, on peut le faire grâce à la revue de l'OSU en fait, parce que je vous dis, il y a beaucoup de témoignages. Les résultats, à chaque fois, il y a l'établissement, donc on pourrait presque recomposer une carte de France de l'implantation des associations sportives dans les établissements. Par contre, je l'ai fait de manière aléatoire, donc encore une fois, ça n'a peut-être pas de très grande valeur. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que c'est pas qu'urbain. Dans les campagnes, il y a dans les villes moyennes, dans les petites villes, il y a aussi des clubs d'AS en fait. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas qu'un phénomène urbain en fait. Dès les années 40, dans les villes, dans les petites villes même, souvent quand vous avez un établissement secondaire, il y a un vrai effort. Souvent en plus, quand l'établissement scolaire est récent, mais c'est souvent un nouvel enseignant qui arrive, un jeune, dont on a vu que lui, il était militant. Donc très rapidement, il crée l'AS dans l'établissement. Mais encore une fois, je dis après, là, il faudrait vraiment quantifier, visualiser un petit peu les choses pour avoir une approche beaucoup plus précise. Bien, on s'autorise une dernière question et avec une réponse qui sera tout aussi courte que la question posée. Je sais pas faire. Bah oui, je sais. Ouais, merci Mickaël. En dehors du fait que je suis pas d'accord avec toi sur l'analyse du hand, mais ça c'est pas grave. Non, c'est par rapport à la question de Christophe. Quand tu es sur le développement du sport scolaire sous Vichy, tu parles pas du tout des influences étrangères. Est-ce que, comment tu te positionnes par rapport à ça ? Est-ce que c'est vraiment important ou pas à ce moment-là ? Peut-être que oui, peut-être que non. Dans les archives que j'ai consultées, elles sont jamais évoquées. On parle pas. Voilà, réponse très très courte. Parfait, merci beaucoup Mickaël. Et puis